Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur le film Rien à foutre d'Emmanuel Mare et Julie Lecoustre. C'est un film dont nous avons déjà parlé sur le rayon vert via Thibaut Grégoire dans un texte intitulé La nouvelle vie d'Adèle. Je vous renvoie donc à ce texte. Un lien sera d'ailleurs présent en dessous de la vidéo. C'est un texte que nous avons classé dans la catégorie chambre verte. Donc c'est un texte sur les acteurs, donc hein, comme le titre de la catégorie fait référence. Euh, donc moi j'aimerais apporter en fait un autre éclairage sur le film, et un éclairage tout à fait différent. Donc c'est pourquoi je crois que cette vidéo était nécessaire et qu'elle vient compléter le texte de Thibaut. Euh, donc j'aborderai plusieurs points et, euh, et aussi je préciserai des choses que j'ai évoquées dans une émission de radio sur RCF, Les 400 coups de Charles Leclerc, où j'ai parlé notamment du fait que le film serait un film marxiste ou marxien, hein, comme on dit, si on veut maintenir une différence entre les écrits de Marx et le marxisme. Donc moi j'ai avancé cette idée, mais peut-être qu'il faut des précisions, car je suis resté vraiment très en surface. Et donc, je crois qu'il faut préciser surtout que le film est en rapport avec le capitalisme, évidemment, mais ne dresse pas une critique du capitalisme facile et, euh, et un peu superficielle, même si évidemment il y a des pics ici à gauche, à droite. Euh, donc en fait, pourquoi est-ce que je parlais dans un premier temps, on va un peu revenir sur cette question hein, du matérialisme du film, parce que c'est un film qui vraiment se construit à partir donc du travail, de la matière même, des marchandises, de la circulation de l'argent, de la circulation de l'alcool. Euh, donc c'est un film vraiment étonnamment qui s'enracine vraiment dans le monde du low cost, mais sans véritablement le juger. En tout cas, c'est une impression, je crois qu'on peut vérifier dans la première partie, mais aussi dans la deuxième, on va le voir. Euh, donc, je crois que par là, par cet enracinement dans le monde, dans cette volonté de faire du monde du low cost un monde habitable et habité par le personnage joué par Adèle Exarchopoulos, ben, on arrive non plus à une critique du capitalisme, mais vraiment à une réflexion sur ce qu'est être au monde dans un monde comme celui-là, donc dans le monde du low cost. Il y a une scène que j'aime beaucoup, par exemple, qui est la scène où Adèle va aider une vieille dame qui a des problèmes dans l'avion, et elle lui paye en fait une bouteille d'alcool, une petite bouteille d'alcool qui va lui permettre de se détendre. Et c'est justement ici, voilà un exemple parfait, parce que voilà, cette petite bouteille d'alcool qui est vraiment l'objet bâtard par excellence. Quoi. Je veux dire, qui achète ça dans un avion et de se reprendre dans un avion d'une compagnie low cost? C'est vraiment pour les fêtards, etc. Et elle utilise cette petite bouteille pour venir en aide à quelqu'un. Et je trouve que c'est vraiment réussi, c'est vraiment travailler à partir de ce monde-là, de cette matière qu'offre le low cost, hein, que low cost vend, hein, ces petites bouteilles, pour en faire autre chose, pour en faire un, un signe un peu un signe d'humanité, au fond, en quelque sorte. Donc, c'est pourquoi quand je parle de tout ça, c'est que je parle il y a une sorte de cette logistique, de ce matérialisme, ben, ça fait penser à Marx, ça fait penser au matérialisme marxiste, en fait, ou marxien. Et je crois que il y a une vraie intelligence dans le regard des deux réalisateurs sur ce point-là. Euh, mais cependant, ce n'est pas forcément un film engagé. C'est pas un film de gauche comme les grands films de gauche engagés avec des grands discours, etc., un peu à la Ken Loach. On le voit bien parce que il y a cette scène où Adèle et ses collègues refusent de se mettre en grève. Donc ça, on peut dire que voilà, c'est par excellence là, on peut peut-être reprocher au film cette passivité ou ce refus de l'engagement politique, mais néanmoins, ça en fait un grand film social, ça en fait un grand film sur la manière dont le low cost est habité par les gens. Donc
il y a aussi ces, ces appartements un peu miteux dans lequel Adèle va dormir, leur intérieur stéréotypé. euh, donc tout ça pour moi renforce l'idée que Rien à foutre est vraiment un grand film social sur un monde précis qui s'incarne vraiment à l'écran, quoi, et qui n'est pas au contraire jugé, même si le low cost est critiqué pour le rendement, notamment les compagnies low cost, quoi. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît important de souligner. Euh, et qui trouve par exemple et qui trouve qui s'explique encore qui trouve une résonance assez forte dans le générique final, puisque à la fin euh, il est indiqué que le film est fabriqué et pensé par les deux réalisateurs, donc fabriqué. Donc on revient à cette idée de matière, à cette idée de travail, à cette idée que finalement ils agencent des choses à partir de cette matière. Et c'est ça qui fait qu'il y a quelque chose là-dedans de très incarné, hein, de très presque charnel, quoi. Euh, euh, Emmanuel Mar, on le connaît parce qu'il a fait une série de films avant, dont Chaumière, que j'ai eu l'occasion de voir. Chaumière, qui est un film qui se passe euh, dans les hôtels Formule 1. Là, il s'intéresse en fait à ce mode d'expression à nouveau, ce mode d'être du low cost, dans lequel des gens vont circuler et dans lequel ils vont faire vivre en fait les murs et tous ces codes, ces lieux qui sont oui très codifiés et donc qui s'intéressent à différentes personnes. Et j'ai vu également un autre court métrage qui s'appelle D'un château à l'autre avec Pierre Nice, qui est un film qui se passe à Paris durant les élections présidentielles d'il y a 5 ans. Euh, on suit Pierre Nice qui habite chez une vieille dame dans un appartement et qui va se balader dans les meetings de différents candidats jusqu'à assister à la soirée euh, d'élection où Macron est au Louvre. Alors là, vraiment, le film se fait, donc c'est vraiment au carrefour entre la fiction et le documentaire. Et à nouveau, il y a un travail à partir d'un matériau disponible qu'on va réagencer en fiction. Donc on voit bien ici donc que La Château qui est co-réalisé avec Julie Lecoustre, hein, donc j'ai oublié de le mentionner. Euh, on voit bien aussi que c'est un peu une même manière de travailler qui se trouve déjà dans ces deux films et qui, dans un premier film comme Rien à foutre, trouve déjà ben voilà, une expression qui prolonge un peu ce travail, mais on peut dire que Rien à foutre, c'est pas un coup d'essai, c'est pas un coup d'essai, mais en même temps, on peut dire que c'est comme un petit coup de maître quand même, hein, de pouvoir réaliser un premier film comme ça, tout en restant fidèle à une manière de réaliser des films, alors qu'on aurait pu craindre un film tout à fait naturaliste ou réaliste, psychologique, comme on l'a souvent critiqué sur Le Rayon Vert. Alors, le film, Rien à foutre, est donc divisé en deux parties. La première partie, donc, on suit donc Adèle qui vit entre différentes villes et plus principalement, elle vit aux îles Canaries. On voit bien en fait qu'elle est un peu en perte de repères, qu'elle vit un peu une vie de débauche, notamment l'alcool est important dans sa vie, les relations d'un soir. Et on comprend vers le trois quarts de la première partie qu'en fait sa mère est décédée. Euh, et la deuxième partie, eh bien, elle marque le retour donc d'Adèle dans sa famille en Belgique, puisqu'elle est apparemment belge dans le film. Euh, et donc, cette partie-là, elle est vraiment hantée par le deuil et par l'absence de la mère. Alors, au départ, on pourrait dire que c'est un peu lourd au début, dans la première partie, cette question du deuil, parce que, comment dire, c'est un peu, on a déjà vu ça plein de fois, ces personnages qui sont en perte de repère parce qu'ils ont perdu un être proche et qui se laissent aller dans la boisson et autres. D'ailleurs, on aurait pu reprocher d'autres films, mais justement, parce que le deuil est pensé dans la deuxième partie au milieu de ce monde matérialiste, au milieu d'un matérialisme ou d'un regard matérialiste, d'un regard qui ne va pas faire dominer la question par rapport
au point de vue esthétique du film, eh bien la question du deuil, elle est traitée de manière originale. Alors attention, il faut quand même aussi garder en tête l'idée que ce genre de film, tout comme Drive My Car, comme l'avait écrit David Fonseca dans les Épiphanies 2021 du Rayon Vert, que le deuil, c'est quelque chose qui est souvent insurmontable et qu'on a beau nous dire de tourner la page, c'est très compliqué évidemment de la tourner, qu'il faut sans cesse et que sans cesse on dialogue avec nos morts et que avancer c'est très très compliqué. Donc ce film, il parle de ça aussi, et comme beaucoup de films sur le deuil. Donc là, il n'est pas très original. Néanmoins, on peut respecter ça déjà, mais surtout, je crois que la vie de famille d'Adèle, de sa sœur et de son père, bien, je crois elle est soumise à cette circulation matérialiste, puisque d'abord, euh, la sœur et le père travaillaient dans l'immobilier, donc qu'est-ce que c'est sinon la circulation d'un capital immobilier et de l'argent qui lui est lié. Son père doit faire bonne impression aux clients, donc il a acheté une super voiture Mercedes euh, pour justement essayer de vendre mieux ses biens. Alors, dans la deuxième partie, on trouve également des procédures avec l'avocat pour savoir un peu ce qui est vraiment arrivé donc à la mère qui a eu un accident de voiture. Donc, le père s'entête dans différentes procédures pour pouvoir avoir la vérité des choses. Donc là aussi, on voit à nouveau que c'est quelque chose de très matérialiste, de très concret qui domine dans le film. Alors, il y a de l'alcool qui circule évidemment entre les amis. Là, il y a une longue scène de la sortie où Adèle et sa sœur retrouvent des amis dans un café et où ils se mettent à picoler. Et dans cette même scène, elle distribue même des miniatures d'aéroport. Donc là, c'est vraiment des petits objets qu'elle a ramenés d'un peu partout, du parfum, je crois que c'est du parfum principalement qu'il y a, et elle distribue ça à ses amis. Donc on voit bien que cette partie, elle répond à la première, cette deuxième partie, elle répond à la première partie. On retrouve la même logique, et le deuil s'y déploie de manière tout à fait singulière. Euh, et je trouve que c'est vraiment intéressant que ce soit pas seulement quelque chose de psychologique, mais donc aussi d'un peu de matérialiste, un peu de, ouais, c'est le deuil. On habite le deuil d'une manière un peu étonnante, un peu jamais vue. Alors ensuite, il y a la fin du film. La fin du film, elle est aussi très étonnante. C'est pas un film où Adèle, où le personnage va faire son deuil. On l'a dit, ce deuil, on comprend bien, il est très difficile à faire, il ne se fait pas dans le film. Ça, on peut constater très facilement. Euh, dans cette fin, Adèle, elle se trouve à Dubaï, et elle se trouve là, elle va faire une photo devant une vue panoramique sur des grands immeubles avec un éclairage à base de jets d'eau, donc qui est vraiment l'expression même du capitalisme dans ce qu'il a de plus à la fois superficiel, euh, parce que c'est bon, c'est Dubaï. Dubaï, c'est une construction, c'est une île qui est sortie sur le désert, sortie du désert, si on peut parler comme ça. Et, euh, et c'est un peu un temple du consumérisme, et donc la voir là en train de se prendre en photo et de passer à une étape suivante, qui ne sera plus de low cost, mais pour autant, ça reste du matérialisme, ça reste cette espèce de capitalisme. On va pas dire, j'ai envie de dire enchanté, contrairement à un capitalisme désenchanté. Donc il y a une sorte de, c'est comme si Emmanuel Mard et Julie Lecoustre voulaient essayer de montrer le côté, euh, peut-être pas enchanté, mais le côté, ce que peut avoir d'étonnant, d'intrigant, d'imprévisible, ces manifestations tout à fait modernes de notre capitalisme tel qu'il se déploie aujourd'hui, notamment en Arabie et autres. Donc,
Ça n'a rien à voir avec une fin moralisatrice qui viendrait dire que tout ça c'était mauvais. Non, à nouveau, Adèle va aller se fondre dans un autre monde qui n'est plus le monde du low cost, mais elle va aller déployer son humanité ailleurs, voilà, dans un monde un peu plus, prestigieux comme elle le voulait à un moment donné. Alors, on peut encore citer, on l'a dit, que le film n'était pas arrangé parmi ceux qui se font dans un moule psychologico-réaliste, comme on aime l'appeler ici au Rayon Vert, même si on retrouve certaines scènes clés critiquables, telles que nous l'avons déjà évoqué dans d'autres, dans des textes et dans des rencontres. Des rencontres. C'était par exemple donc, la scène de danse en discothèque, qui est vraiment un des gimmicks qui est le plus insupportable dans ce type de cinéma. Eh bien, elle apparaît non pas en conclusion à un moment donné d'une trajectoire, de la trajectoire du personnage d'Adèle, mais elle apparaît très très vite. C'est peut-être la deuxième ou la troisième séquence du film. Et donc, elle n'est pas, pour moi, là, elle n'est pas gênante parce que elle a introduit euh, le personnage plutôt qu'elle ne vient couronner ou essayer de sauver le film en lui apportant une espèce d'aération, comme quoi, devant cette aération, on devrait se soumettre et se dire waouh, ok, là il se passe quelque chose. Non, non, rien du tout. Non, non. C'est tout le contraire qui se passe. Euh, cette scène n'est pas utilisée comme cela, comme une, comme dans d'autres exemples. On verra, une vidéo serait bientôt disponible à ce sujet, mais sur ces scènes de danse, de chant, de discothèque qui viennent sauver des films, qui n'ont rien à dire, en provoquant des frissons, dont le but est de provoquer des frissons aux spectateurs, alors que moi, c'est justement ces scènes-là qui m'agacent. Donc voilà le fait que Rien à foutre n'est pas un film comme cela, et dans son usage même de scènes clichés, comme la scène de danse ou de chant de discothèque, eh bien, c'est travaillé intelligemment. Alors, il y a on pourra encore revenir sur d'autres scènes intéressantes, mais je pense que dans l'idée, on pourrait dire que c'est vraiment un film intéressant. Si on devait parler comme un critique de cinéma, ben on dirait que c'est un des meilleurs films de ce début d'année 2022. Et enfin, ben, je crois que faut voir un peu si on peut lui reprocher d'être un film un peu passif ou apolitique. Ben moi, je pense qu'on peut quand même admirer le travail qui a été fait euh, sur le monde du low cost et de ce monde-là, comment il est habité, comment il est vécu, comment circulent les choses, comment circule la matière, comment circule le travail, comment circulent d'autres éléments, et comment la vie là-dedans apparaît et pointe le bout de son nez.